Alors, nous nous trouvons maintenant dans l'exposition de l'histoire de l'éducation. Grâce à vos interventions des uns des autres, nous avons fait un grand voyage dans l'histoire de l'éducation. Un voyage qui nous a permis de connaître un certain nombre de choses. Vous-même, vous avez appris des choses. Nous aussi, nous avons appris avec vous. Seulement, maintenant, c'est l'occasion de connaître un petit peu tout ce qui a été dit. Tout ce qui a été dit par vos camarades, parce qu'ils ont fait leur présentation, c'est un voyage fabuleux. Après les présentations, vous avez fait des résumés, et vous avez résumé toute votre intervention en une phrase, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, nous allons voir un petit peu de qu'est-ce que nous avons fait. Nous avons parlé de la transmission de la culture, et de la transmission d'une façon générale, de l'éducation, de la transmission de l'éducation. Et on a vu que pour transmettre, bien entendu, transmettre, c'est partager, et que la transmission se faisait par ou la pratique, ou l'imitation, ou le récit, autour d'un feu. Ces transmissions concernaient aussi bien les us et coutumes que les valeurs, que les différents apprentissages. La foi, les croyances, le patrimoine, et tout ça pour permettre à la race humaine de continuer à vivre. Parce que si chacun de nous se mettait à apprendre à partir de rien, de zéro, on finira jamais. On ne finira jamais. Donc, il s'agit de transmettre. Nos grands-parents, nos aïeux nous ont transmis, et nos parents nous ont transmis à... Nos grands-parents ont transmis à nos parents, nos parents ont transmis, sont en train de nous transmettre. Et l'école transmet. Donc, l'éducation, c'est une affaire de transmission. Et transmission aussi bien par le geste que par... Tout à fait au début, c'était par le geste, c'est tout simplement le partage, et c'était surtout pour vivre. Non seulement pour vivre, mais pour survivre. Ce qui reste toujours valable actuellement. Ça reste valable. On a vu il y a 3 millions d'années, les enfants, ils apprenaient avec des gestes et tout ça. Pourquoi? Pour vivre, pour savoir vivre. Eh bien, ça reste toujours valable. Et cette transmission se faisait à travers le langage. Donc le langage, c'est très important. Le langage nous permet de véhiculer un certain nombre d'idées, et ces idées sont véhiculées avec des mots. D'où l'importance des mots, et que non seulement on a besoin de mots, mais on a besoin de comprendre les mots et de les utiliser à bon escient. Tout ça, c'est pour discuter, pour débattre, pour argumenter, pour questionner et pour se questionner. Pour dialoguer avec l'autre et donner des arguments et justifier son point de vue. C'est pour cela que nous avons opté pour ce projet de l'histoire de l'éducation qui va nous permettre un petit peu de voyager non seulement à travers le temps, mais qui nous permet également de savoir comment vivre et comment vivre avec les autres. Vous avez parlé de la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de parler. Et vous avez soulevé, à bon escient, ce qui est extraordinaire, vous avez soulevé un point qui est très important. Ce point est le suivant, c'est que la rhétorique, c'est l'art de bien parler. Elle peut avoir un revers. Parce qu'on peut nous tromper. Et pour ne pas se tromper, il faut tout simplement être alerte et avoir un esprit critique. Pour qu'on ne croie pas tout ce qu'on nous dit. Tout ça, c'est pour apprendre à penser. On va à l'école pour apprendre à lire, à écrire, etc. On a des compétences, on a des connaissances, on a un certain nombre de choses. Mais le plus important de tout ça, la mère des compétences, c'est la réflexion, c'est savoir penser. Et le langage, c'est le langage qui, pratiquement, c'est le langage qui nourrit
la pensée, et c'est le langage qui nourrit, c'est le véhicule qui fait véhiculer pratiquement toutes les connaissances et toutes les compétences. J'ai parlé tout à l'heure de l'esprit critique. Vous aviez parlé dans vos interventions, d'une façon extraordinaire, vous avez cité le mot liberté, penser par soi-même, réfléchir, questionner, argumenter, réfuter et donner du sens à ce qu'on apprend. Là, c'est un projet, il faut fabuleux. Si on arrive à être libre, ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut. Être libre, c'est connaître ses limites. Être libre, c'est reconnaître la liberté de l'autre. Être libre, c'est faire des bons choix. C'est pas faire n'importe quoi et dire que je suis libre. La liberté, c'est vrai, il y a la liberté d'action, il y a la liberté de penser. Nous sommes libres de penser comme nous voulons, mais nous sommes aussi libres de comprendre, d'être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est pour cela que le questionnement est à la base de toute connaissance. Le questionnement et la curiosité. Donc plus vous questionnez, plus vous apprenez. Plus vous apprenez, plus vous êtes apte en mesure, non seulement de discuter avec les autres, mais de réfuter éventuellement, tout en gardant dans l'esprit les bonnes relations, parce qu'en définitive, ce que nous recherchons, c'est de vivre ensemble. Bien sûr que la transmission, c'est quelque chose de fabuleux, de très très bien. Mais, à l'école, on ne doit pas se limiter à apprendre. Nous devons, si nous voulons être libres, si nous voulons être autonomes, nous devons apprendre nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Et c'est les petits livrets que vous avez dans vos cartables qu'il faut exploiter, surtout pendant les vacances, je vous conseille vivement. Alors apprendre à apprendre, c'est quoi? C'est apprendre une méthodologie de travail. Apprendre à apprendre, c'est avoir une méthodologie de travail, et vous avez des cartes mentales, vous avez des fiches méthodologiques, et vous avez votre livret de apprendre à apprendre. Il y a ce que j'ai toujours, pour apprendre à apprendre, il faut savoir réfléchir à sa façon d'apprendre. C'est ce qu'on a appelé la métacognition. Savoir, est-ce que j'ai appris, comment j'ai appris, est-ce que j'ai bien répondu, comment je dois bien répondre, c'est ce qu'on appelle la métacognition, c'est savoir comment je sais. La mémorisation est très importante, bien entendu, et la mémorisation, c'est tout simplement la réactivation. Et la réactivation, on apprend, n'oubliez pas surtout, et vous l'avez dit, on apprend aussi bien avec le cœur, qu'avec le corps, qu'avec le cerveau. Les trois organes travaillent dans l'apprentissage. Le corps parce qu'on a besoin de la main, le corps parce qu'on a besoin des 5 sens pour avoir l'information. L'information est véhicule, je vous ai expliqué au début de l'année l'information, comment elle véhicule dans le cerveau, n'est-ce pas? Lorsque vous faites pour la première fois une leçon de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, vous recevez l'information. Ce n'est pas la connaissance. Quand est-ce qu'elle va devenir connaissance? Lorsque vous l'aurez comprise. Donc au début, c'est une information. Ça, c'est le sujet. Bien. Ça, c'est un stylo. Bien. C'est de l'information. La connaissance, c'est lorsque vous aurez compris l'information, lorsque vous aurez exploité l'information, lorsque vous aurez transféré l'information, la connaissance, parce que c'est avec ces différentes activités mentales que vous pouvez créer, et je vous dis ça pour toute votre vie, ça va être très important. C'est tout simplement transformer l'information en connaissance, et la connaissance en compétence, et la compétence en pensée. C'est ça, c'est la boucle. Sans cette boucle-là, vous ne sortirez jamais de l'auberge, comme on dit. Il ne suffit pas d'apprendre une règle de grammaire. Il ne suffit pas de la réciter. Il faut la comprendre. Il faut la réciter, parce que vous avez besoin. Il faut faire des exercices d'application. Mais il faut la transférer dans ces différentes situations. Lorsque vous lisez un livre, un texte, lorsque vous écrivez une phrase, je me rappelle de toutes les notions que j'ai apprises. Une fois que j'ai fait ça, je commence à ce moment-là, je vais atteindre la compétence, je sais formuler une phrase. C'est une compétence. Ce n'est pas suffisant.
Parce que pour écrire une phrase, on a besoin de penser à la phrase. C'est très important ce que je suis en train de dire. Voilà. Il faut penser à la phrase pour être créatif. Et pour être créatif, il faut libérer, c'est ce qu'on appelle la charge cognitive, il faut libérer le cerveau de ces petites choses, comment écrire un mot, c'est pas des petites choses qui sont très importantes, mais il faut libérer le cerveau pour qu'il n'y ait pas de charge cognitive, pour que vous puissiez réfléchir et penser et deviner et créer une phrase, un texte, un paragraphe, un récit. Voilà. C'est bon, vous allez vous rappeler de ça? Bien. Bien entendu, chaque fois que nous apprenons, j'ai parlé tout à l'heure de méthodologie, il y a également des stratégies. Vous avez dans vos livrets des stratégies de grammaire, de conjugaison, de lecture, etc. Ces stratégies-là, vous devriez normalement les réactiver à tout instant. Chaque fois que tu lis, tu dis, voilà, qu'est-ce que je vais lire? Toutes les stratégies, avant la lecture, pendant la lecture, à la fin de la lecture. Est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris? Comment j'ai compris? Ce sont une série de questions qui activent la métacognition. La métacognition, c'est que comment je sais, comment j'ai fait pour savoir. Comment je fais. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai cette métacognition, je peux la réutiliser une fois, deux fois, une fois toute ma vie. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Hein? Une habitude. Pourquoi? Parce que je dois libérer mes fonctions cognitives. Je ne reste pas accaparé par est-ce que c'est un nom propre, c'est une phrase juste ou pas juste, etc. C'est bien, il faut le faire. Mais seulement, il faut créer des automatismes pour savoir comment je fais pour refaire la même chose une fois, deux fois, 10 fois. Il y a la règle. Il y a aussi bien les règles de vie commune, les règles de conduite de la route, comment se conduire en conduisant, et il y a le respect du code de la route, etc. Tout est codifié dans les relations humaines, pour ne pas avoir de problème. La même chose pour la règle. La règle, nous devons la comprendre. La règle, nous devons la connaître. La règle, nous devons la réactiver. Nous devons l'appliquer en lecture, en écriture, lorsque je parle, tout, dans le langage oral, tout, tu te rappelles, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que ma phrase est juste? C'est ce questionnement-là qui vous permettra d'apprendre à vivre. La curiosité et le questionnement. La curiosité est questionnement. Bien entendu, si je me pose la question tout le temps, est-ce que j'ai bien répondu? Comment j'ai fait pour apprendre, etc. J'installe dans mon esprit ce qu'on appelle la rigueur. En toute chose doit être bien finalisée. Et il doit y avoir tout simplement de la rigueur. Bien entendu, lorsque nous travaillons, ça demande du temps, le travail demande du temps. Le travail demande de l'effort et de la persévérance. Vous avez parlé de tout ça, n'est-ce pas? Pour réussir donc dans la vie scolaire et dans la vie d'une façon générale, il faut qu'il y ait l'engagement, c'est-à-dire je vais m'engager, l'engagement actif, je suis actif dans mon apprentissage, je suis acteur de mon apprentissage, je participe à mon apprentissage. Il n'y a personne qui vous mettra des connaissances dans la tête. Les informations, peut-être vous allez recevoir d'ici et de là, mais pour que ça devienne connaissance, ça demande beaucoup de temps. Et il y a la responsabilité, il faut être responsable, compter sur soi-même. Et ça, depuis la nuit des temps, on a toujours appris à l'enfant d'être lui-même et d'être responsable de ce qu'il fait, responsable de ses actes, responsable de ses idées et responsable de son travail. C'est pour cela que nous essayons autant que possible
Parce que la note, pour la note, on a essayé. La note, elle est bien, c'est bien d'avoir des notes. Mais comme vous avez très bien dit, la note n'est pas faite pour classer. La note n'est pas pour te mettre dans une case. C'est un moyen, entre autres, qui te permet de te situer par rapport à qui est-ce qui a fait la présentation sur les notes? Les notes. Bien, c'est pas grave. Oui, rappelle-nous la note, qu'est-ce que tu as dit? Les notes, comment devraient être les notes? Les évaluations aident, mais si les évaluations aident seulement les élèves à progresser, à comprendre leurs erreurs et à améliorer leur travail, c'est une très très bonne évaluation qui va les aider toute leur vie. Mais si elle sert seulement à comparer les élèves ou à donner des notes, elle peut décourager et faire perdre confiance. Vous avez entendu votre camarade? Oui. C'est ça, l'évaluation ne doit pas être un outil de découragement. Au contraire, c'est une occasion d'apprentissage. Je sais ce qu'il me reste à faire. L'évaluation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un moyen indispensable, bien entendu, savoir où nous en sommes, mais ça doit être un tremplin vers les connaissances, et vers l'approfondissement de connaissances et éventuellement des révisions. Bien entendu, il y a plusieurs types d'évaluation, l'évaluation formative lorsque vous faites la leçon, l'évaluation sommative à la fin du cours, et il y a l'erreur. Après l'évaluation, on trouve des erreurs. Qu'est-ce qui a travaillé sur l'erreur? L'erreur. Qui a fait la présentation sur l'erreur? Personne ici? Oui, tu peux nous parler de l'erreur, s'il te plaît? Quand les erreurs sont utilisées pour apprendre, les élèves prennent confiance et continuent. On n'a rien entendu, s'il te plaît? Quand les erreurs sont utilisées pour apprendre, les élèves prennent confiance et continuent leurs efforts. D'accord. Donc vous voyez bien que lorsque l'erreur est utilisée comme moyen d'apprentissage, et l'erreur, elle est inhérente à l'apprentissage. Elle fait partie intégrante de l'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Faut-il connaître ses erreurs? Et c'est ça le rôle de la métacognition. Comment j'ai fait pour me tromper? Et là, je cherche. Ce n'est qu'en cherchant, qu'en se questionnant, qu'en retrouvant, qu'en cherchant dans sa carte mentale, dans ses livres, etc., pour connaître un petit peu l'origine de l'erreur et la rectifier. La mère des erreurs, c'est de rester dans l'erreur. Je me suis trompé, c'est pas grave, je reconnais ma faute, ou mon erreur, je n'utilise même pas le mot faute. Parce que le faute a une connotation négative. Donc, je connais mon erreur, très bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bien entendu, vous avez parlé de l'accompagnement de l'enseignante, de l'enseignant, etc. Effectivement, tout le monde, depuis la nuit des temps, tout le monde a été accompagné. Sans accompagnement, tous, autant que nous sommes. Bien sûr, lorsqu'on est adulte, on peut un petit peu voler de ses propres ailes, mais maintenant, tant que vous êtes à l'école, vous devriez être accompagné, et vous l'êtes, par vos enseignants. Accompagner ne veut pas dire on est en train de vous enseigner, de vous apprendre. Non. Un accompagnement, c'est-à-dire que nous vous tenons par la main. Et c'est pour cela que nous avons opté pour la méthode de travail et l'apprentissage explicite. Explicite, la maîtresse commence par la modélisation, elle passe aux pratiques guidées, et puis pratique autonome avec la pré-autonome que nous avons ajoutée. Cette année, nous l'avions inscrite sous le signe du plaisir d'apprendre. Effectivement, nous avons essayé autant que possible d'atteindre ça. Et le plaisir d'apprendre, c'est prendre goût à quelque chose. Le plaisir, c'est le moteur pratiquement, c'est la motivation intrinsèque, intérieure, qui nous permet de prospérer, de nous améliorer, de chercher
et d'apprendre, et de ne jamais s'arrêter d'apprendre. La curiosité également, il y a la curiosité et il y a la curiosité et il y a la coopération. La curiosité, le questionnement et la coopération. La coopération, vous venez de le faire. Chacun a pris un morceau de l'histoire, une tranche de l'histoire, de l'éducation, dans un volet bien déterminé, et vous avez pu tous, et là je vous félicite, et je vous dis bravo, parce que vous avez été persévérants, vous avez très bien travaillé, et maintenant c'est l'occasion à travers cette exposition déjà, et à travers l'Internet. Regardez l'Internet, regardez ce qu'ils ont présenté vos camarades. Ne vous limitez pas du tout, parce qu'il faudrait sortir avec quelque chose. Je vous ai demandé de résumer en une ou deux phrases. Vous l'avez fait? Oui? Très bien. Pourquoi? Je verrai ça avec vous par la suite. Parce que c'est cette phrase-là qui va vous rappeler tout le processus par lequel on est passé. La résolution de problèmes, c'est ça. On a parlé de persévérance. Chaque fois que nous sommes dans la vie, nous sommes confrontés à des problèmes. Et chaque fois que nous rencontrons un problème, nous devons en principe trouver solution à ce problème et apprendre à affronter le problème et à solutionner le problème. C'est pas parce que j'ai le trac que je pleure et je vais rester à l'écart. Non, ma fille. Tu vas te dire, tu reconnais le trac et tu as très bien fait et tu as fait ta présentation sans aucun problème. Là, c'était un problème et tu as confronté ce problème-là et tu as pu vaincre ton trac. Chacun de nous a le trac. Hein. Ne pensez pas, parce que devant la caméra, nous avons tous aussi bien les uns que les autres. Adultes ou moins adultes, tout le monde a le trac. Hein. Mais seulement le trac, quand on a le trac, il faut le reconnaître, lui dire, d'accord, je suis là, je sais que tu es là, tu ne vas pas me déranger, et je vais passer à autre chose. Je viens là de citer 8 points. Et ces 8 points, ce sont justement les fondements de la méthodologie des racines et des ailes. Ce sont les 8 points, ce sont les fondements des racines et des ailes. Est-ce que vous avez des questions à poser? Rien? Alors on vous applaudit très fort.